pour moi ce matin, où j'aurai le plaisir de vous présenter donc durant ce coffee call pendant environ 30 minutes le sujet évidemment qui est malheureusement toujours d'actualité, tout ce qui est endpoint detection and response avec une gamme de produits et de services et évidemment l'environnement de démo. Mais avant tout ça, vous présenter simplement en quelques mots Computerland. Tout le monde ne connaît peut-être pas Computerland ici dans l'audience. Donc l'idée de Computerland, c'est d'être centré sur le stack Microsoft d'un point de vue, on va dire, infrastructure, mais aussi business application. Donc on a des personnes qui s'occupent plutôt de la partie modern work, donc la partie typiquement PC, gestion de SharePoint et ainsi de suite. Partie cloud et infra, on-prem, cloud privé, cloud public avec Azure. Business application, donc là on va avoir tout ce qui est ERP, Dynamics for Sales, donc la partie CRM, la partie marketing, mais aussi évidemment tout ce qui est plateforme digitale pour les sites web et ainsi de suite. Et évidemment l'un des grands piliers maintenant, qui est la partie cybersécurité, euh, gestion des firewalls, gestion des antivirus, gestion de l'identité et autres. Au niveau de Computerland, on est basé sur 3 sites, Haller, Gosselies et Capellen, et on est dans les environs de 230 employés. Et depuis maintenant quelques années, on fait partie du groupe NRP. Quant à moi, c'est Quentin Billet. Plus de 10 ans chez Computerland, aussi bien sur le territoire belge que le territoire luxembourgeois, et grand passionné depuis le début de la partie Microsoft. Et donc, j'aurai le plaisir aujourd'hui de vous présenter certains produits. Donc, durant la session ici, on va avoir une vision et je vais essayer de décrire quelques éléments de la partie Endpoint Detection and Response, une démo. Par contre, mon collègue ici qui me suit va simplement couper votre caméra et votre micro pendant la présentation. Et à la fin, quand il y aura questions et réponses, évidemment, vous pourrez démuter le micro. Ce sera peut-être plus simple pour poser vos questions. Voilà, on est parti. Donc, sur la situation. Je ne vais malheureusement rien vous apprendre pour l'instant. C'est que les attaques informatiques sont de plus en plus répandues, qu'on ne touche pas uniquement les hôpitaux, les PME sont touchés aussi, voire même plus durement. En tout cas, malheureusement, dans nos connaissances, il y a des PME qui ne se sont pas relevées d'une attaque informatique. J'ai, pour ne pas citer aujourd'hui, des collègues qui sont au quotidien et aujourd'hui en tant que tels en train d'essayer de remonter une infrastructure qui a été attaquée. Donc, c'est malheureusement quelque chose qui est extrêmement récent et courant, pardon, pas récent, mais courant. Et contrairement à ce qui se passait avant, où il y avait une petite attaque, entre guillemets, minime, et on avait une exfiltration de données. Maintenant, l'idée de l'attaque est évidemment toujours de faire une exfiltration de données, mais surtout d'éteindre l'infrastructure du client pour pouvoir demander une clé, par exemple, de décryption, si c'est dans le cas du ransomware, pour remonter l'infrastructure. Évidemment, payer les hackers ne sert généralement à rien parce que les clés, ils ne les fournissent pas et c'est pas parce qu'ils fournissent la clé que de toute façon, l'infrastructure ne sera pas réattaquée 2 minutes après. Donc, si vous êtes dans le cas, évidemment, ou si vous êtes dans le cas, ce que je vous ne souhaite évidemment pas, c'est évidemment d'éviter de payer cette fameuse rançon. Alors, ici, on va parler d'une partie du scope de la sécurité. Et la gestion d'un endpoint, donc la partie, on va dire, antivirus, pour faire simple, dans le langage commun, n'est pas la seule et unique règle au point de vue sécurité. La gestion du MFA et ainsi de suite, tous ces éléments-là, on va en repasser dans les prochains coffee calls, mais c'est reste aussi l'un des éléments pour votre cybersécurité. Donc ici, si on représente la sécurité traditionnelle, d'accord, ben, on a depuis le début, dans le meilleur des cas, une gestion des périphériques mobiles, smartphone, vous avez peut-être une solution de chez Cisco et ainsi de suite, un anti-malware qui est peut-être activé sur votre firewall et peut-être sur vos serveurs, une solution antivirus traditionnelle, soit chez Microsoft Defender, celui qui est activé nativement dans les Windows 10, Windows 11, vous êtes sur Reset, McAfee, peu importe la marque, mais l'ensemble déjà ne va pas se parler.
Généralement, c'est ce qu'on retrouve chez la plupart des prospects, chez qui on va. Donc on est dans une solution fragmentée. Ce qui veut dire que si ça ne se parle pas, il y a déjà pas de corrélation d'un point de vue alerte, ni d'un point de vue gestion. Et donc, on a beau sécuriser la porte 1, la porte 2 ou la porte 3, malheureusement, il reste toujours un endroit par lequel le hacker va pouvoir rentrer. Comme je le disais précédemment, on a beau avoir n'importe quel type d'attaque, par exemple, si je vous envoie un mail frauduleux avec un virus dessus, bah, peut-être que l'anti-malware va le détecter parce que c'est une pièce jointe classique. Maintenant, si je mets dans mon mail une attaque de phishing où je vous demande d'entrer votre login mot de passe qui vous arrive sur un site web qui télécharge automatiquement le virus, c'est déjà pas le même type d'attaque. Et donc votre système d'anti-malware sur le firewall ne va pas le détecter directement. En plus de ça, il est maintenant ridiculement facile de trouver n'importe quel type d'attaque sur Internet pour des sommes totalement dérisoires. Les dernières en date que l'on a vues, c'est un petit ransomware, mais qui fait évidemment de grands dégâts, qui s'achetait à 5 $. Donc un enfant qui veut faire tomber une société, une école, peu importe, pour 5 $ peut déjà s'acheter des petits logiciels malveillants. Et donc toute cette partie-là fait que, oui, le coût d'une solution sécurisée, globale, peut paraître des fois cher, mais ce que l'on se rend compte, c'est pas tellement le prix de l'achat qui coûte cher, c'est le prix de l'inaction. Si vous ne faites rien, que vous n'êtes pas «conscient» entre guillemets de tous ces éléments-là, ce sera le prix de la remonte, de la «reprise après sinistre» entre guillemets, qui va là coûter très cher. Et donc, réputation de l'employé de l'entreprise qui va avoir un impact et évidemment les employés qui vont souffrir aussi. Si je prends un dernier cas, juste pour, imager ce propos, il y a un hôpital à Namur qui a été touché par un ransomware il y a déjà quelques mois maintenant. À l'heure actuelle, la prise de rendez-vous se fait toujours en papier. Donc l'entreprise, l'hôpital a eu un problème de réputation par rapport à la cybersécurité. Et les employés souffrent au quotidien parce qu'ils n'ont plus accès à l'outil informatique et sont repassés en partie sur le papier. Voilà, typiquement ce genre de situation est évidemment problématique. Alors ici, dans le cadre de la présentation, on va vous présenter un produit de chez Microsoft qui s'appelle le Defender for Business, qui a quelques avantages. Le côté enterprise grade, ça veut dire que tout simplement, même si son nom porte Defender for Business, on n'est pas sur un produit low cost qui dit low cost, pas performant, non, que du contraire. On est dans une qualité d'entreprise. Donc, même si, et vous le verrez par la suite, euh, il est des fois de temps en temps gratuit dans certaines suites 365, ou compris, gratuit, j'aime pas ce terme-là, compris. On est sur quelque chose d'extrêmement performant. La facilité d'utilisation, ça, je vais le démontrer. Le coût, on va y venir dans quelques instants. On est au niveau de la suite Defender dans le top 3 au niveau des éléments de cybersécurité. Donc oui, je vois peut-être déjà certains commentaires arriver sur le chat, même si je ne les vois pas ici. Euh, oui, Microsoft et la sécurité, ce n'est pas qu'une blague comme il y a 10 ans. On est vraiment sur quelque chose maintenant qui est réel, où les investissements sont drastiques, conséquents, et surtout que la qualité est réellement là. Et la flexibilité, on va y venir aussi tout à fait. Donc, je vais parler un peu de licensing, juste en quelques mots. Euh, la plupart peut-être d'entre vous ont des licences Microsoft 365 Business Premium. Business Premium qui est la suite qui permet d'installer la suite Office, les produits cloud classiques. Et depuis maintenant un an, il y a le bundle Microsoft Defender for Business qui est inclus. Ce qui veut dire que dans votre solution Business Premium, vous avez déjà inclus un outil de sécurité qui va correspondre à l'ensemble des besoins d'une entreprise classique. Donc, si actuellement vous avez un M365 Business Premium et un third party antivirus, il y a l'analyse qui doit être faite de savoir pourquoi vous gardez votre third party. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité qui vous manque dans le Defender for Business ou une fonctionnalité qui est inconnue et inversement.
Donc là, on peut évidemment en discuter ensemble par la suite pour savoir pourquoi vous devez garder plutôt le produit A plutôt que le produit B. Ensuite, vous avez deux autres versions du Defender for Endpoint qu'on va appeler plan 1 et plan 2. Le plan 1 est inclus dans le M365 E3 et le plan 2 sera inclus dans le E5. Donc une vue simple, analytique, telle qu'elle est représentée sur le tableau, on voit en effet que le Defender for Business est concurrent à du Defender for Endpoint plan 2. Quelques petites options dans le menu seront différentes. En effet, la rétention de données aussi, ce qui est évidemment important. Mais les fonctionnalités, on va dire, attendues pour une entreprise seront présentes. Tandis que vous allez voir que le Defender for Endpoint plan 1 est pertinent, mais va peut-être rester un peu light par rapport à certaines attaques que vous allez avoir au quotidien. Donc, dans certains cas, vous verrez que le Defender for Endpoint plan 2 sera agrémenté d'un add-on pour arriver au même niveau que celui-ci. Voilà, petite chose restant égale, vous pouvez prendre aussi les licences en mode séparé sans prendre le bundle complet si vous le souhaitez. Quelques éléments pour ne pas rester trop longtemps sur ce tableau qu'on va de toute façon en discuter par la suite. On a en effet, depuis maintenant quelques mois, le produit qui est compatible sur l'ensemble des plateformes. Windows, macOS, iOS, Android. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir protéger les smartphones de la plupart des entreprises et donc de vos employés avec la même licence. On est sur le même ratio que les licences Microsoft 365 Business de base ou Enterprise. Une licence utilisateur peut être utilisée pour 5 périphériques. L'outil de sécurité reste dans la même norme. Donc si j'ai ma licence pour Quentin, je peux utiliser pour mon PC. J'ai peut-être un Azure Virtual Desktop, donc un système de RDS dans le cloud, entre guillemets. Et il me reste 3 licences. Mon smartphone belge, mon smartphone luxembourgeois et peut-être ma tablette derrière. Voilà, c'est un exemple de cas d'utilisation. On a aussi quelques éléments qui vont être extrêmement importants, comme la partie Threat Intel, enfin la Threat Analytic et le Automate Investigation Remediation. Ça veut dire que suivant certains types d'attaques qui vont arriver, on va avoir une remédiation automatique. Exemple très simple. Je vais avoir une attaque de type ransomware sur un serveur. Le serveur qui, lui, a accès à d'autres serveurs nativement, comme les PC, pour avoir accès à d'autres PC, par exemple. On va voir un processus derrière va contacter le protocole, on va dire, proto hasard SMB, donc la partie file sharing, sur l'ensemble des PC. Quand le processus qui est généralement ne fait pas ce genre de choses, l'Automated Investigation va détecter qu'il y a un comportement anormal sur la machine. Comportement anormal qui va avoir une remédiation dite automatique aussi. La remédiation sera par exemple de bloquer par l'agent Defender qui est présent sur la machine, le 445, pour contenir la menace uniquement sur le serveur qui a le problème de sécurité. Voilà typiquement l'Automated Investigation and Remediation. Mais on va aller plus loin maintenant à la démo. Donc je me suis connecté déjà en avant sur la plateforme Microsoft. Donc, on a une seule URL maintenant pour la partie sécurité. La plupart des outils de sécurité sont maintenant migrés dessus. Il reste peut-être encore quelques fonctionnalités sur la partie Defender for Cloud Apps, mais ce n'est pas l'objectif ici de la présentation. Donc, on a dit dans la première démarche, la simplicité. La simplicité, une seule URL, security.microsoft.com. Sur cette URL-ci, on va pouvoir détecter et avoir accès à toute une série d'informations de base. La première que je vais présenter ici, c'est reste pour moi le cheval de bataille, c'est le Secure Score. Le Secure Score, ce n'est pas un score que Microsoft vous donne. Alors, on pourrait le croire et le comprendre comme ça, mais il faut l'intégrer de façon différente. C'est un score qui analyse la configuration des outils de votre plateforme et qui dit là c'est bien fait, là ce n'est pas bien fait, et qui vous donne des recommandations. Donc en effet, Microsoft donne un pourcentage
dans votre entreprise. Typiquement, dans ma sandbox ici, dans mon environnement de démonstration, il me donne un score de 64,97%. Et il dit dans une entreprise de même taille, donc de moins de 10 personnes, le score est de base de 44,26%. Ce qui veut dire que je suis au-dessus de la moyenne. Ça me fait une belle jambe, je suis content, ça veut dire que je prends conscience que la sécurité est importante. Mais vous voyez qu'il me reste encore 35% pour atteindre le 100%. Alors, est-ce qu'on peut y arriver? La réponse est oui. Techniquement, on peut y arriver. D'un point de vue pratico-pratique, vous allez avoir des fonctionnalités qui vont être quand même drastiquement réduites. Donc, il faudra faire attention. Ce qui est important dans ce Secure Score, c'est que si vous voyez que votre score est en deçà du score moyen, c'est peut-être se dire, oula, j'ai vraiment un gros travail pour être cohérent avec la taille de mon entreprise. Évidemment, euh, l'objectif, c'est le au plus haut, c'est le mieux, mais vous allez vite voir que certaines fonctionnalités qui vont vous demander, notamment dans les recommended actions ici, si je veux les mettre en place, ça va être des coûts de licence aussi qui vont être liés. Donc, il faut faire quand même une balance entre la fonctionnalité pour avoir atteint le 100% et l'investissement financier qui serait derrière. Excusez-moi. Alors, dans cette plateforme, quelques éléments importants et je vais aller directement dans le vif du sujet. Donc, j'ai été sur la gauche dans Settings, puis dans la partie Endpoint. J'ai ici toute une série de fonctionnalités. Et ce que je veux simplement vous montrer, pour ne pas aller trop dans le détail non plus, nous avons qu'une demi-heure, c'est que suivant le type d'operating system et la méthode de déploiement, j'ai des conseils différents de la part de Microsoft. Ici, si je dis que j'ai un PC Windows 10, Windows 11, je peux télécharger un script directement qui va me permettre d'aller sur la machine et de l'exécuter moi-même. Donc là, je vais avoir un onboarding de la machine, Windows 10, Windows 11, avec le module Defender de base qui vient avec, pour l'intégrer dans l'environnement Defender for Endpoint. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un autre antivirus? Ben, si j'ai un autre antivirus, l'agent va s'installer. Par contre, le déploiement des règles ne va pas se faire. Il va être en mode silencieux. Parce que, en effet, la plupart des antivirus, si je prends i7, Note 32 ou, je sais pas moi, Apex One, pour n'en citer que deux, ils désactivent le rôle, enfin le service Defender. Et donc, en désactivant le rôle Defender, les règles ne sont pas poussées dessus. Néanmoins, je peux changer les méthodes de déploiement. Je peux le faire par GPO. Et là, il va me détecter, enfin, il va me downloader directement la police que je dois mettre en place. Et évidemment, le plus simple et ce que je vous recommande, le déploiement par Intune, si évidemment vous avez la chance d'être déjà par Intune, enrôlé dans Intune. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous aider pour le déploiement de l'environnement Intune, donc qui est la gestion des périphériques mobiles PC derrière ça. Ensuite, quelques options de base qui sont incluses dans le produit et qui pour moi est extrêmement importante. Le Web Content Filtering. On a l'habitude depuis le début, et donc depuis le début, je dirais presque depuis 20 ans, d'avoir un niveau de sécurité en mode château. Le mode château, c'est quoi? C'est j'ai le cœur, mon château à défendre, donc mon infrastructure, mes serveurs à défendre. Je vais mettre un rempart. Le rempart, c'était quoi? C'était le firewall. Mais lorsque le chevalier sortait de son château et sortait de ses remparts, il n'a plus les remparts pour le protéger. Mais si le Web Content Filtering, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que on va pouvoir mettre une protection d'accès de surf pour bloquer certains contenus illicites, que je sois dans l'entreprise, mais aussi en dehors. Ce qui permet que quand je reprends mon PC à la maison ou que je suis en clientèle, j'ai les mêmes règles de sécurité de mon PC, que je sois dans l'entreprise ou à la maison, en termes de surf. L'avantage de cette fonctionnalité-là sur PC, c'est que peu importe le browser, la sécurité sera mise en place. Si par contre je suis sur un smartphone, ben, tout dépend le type d'enrôlement Intune qui sera derrière. Typiquement, si vous êtes sur du Bring Your Own Device et que vous déployez par exemple Edge sur les smartphones,
depuis l'entreprise, mais il n'y aura que le Edge d'entreprise qui va hériter du Web Content Filtering. Si vous faites du full intégration dans Intune, l'ensemble du smartphone sera intégré. Donc voilà un peu l'intérêt du Web Content Filtering dans le déploiement de la sécurité dans l'entreprise. Et évidemment, l'indicator. Alors, vous êtes peut-être conscient dans la sécurité, mais on n'est plus dans le mode où j'attends que ma base virale antivirus se mette à jour comme disait Avast. Il y a aussi ce qu'on appelle la partie Threat Intel, où plusieurs acteurs de type Blue Team, donc c'est-à-dire de la partie Cyber Defense, met à jour une base de données avec une certaine quantité, entre guillemets, de vulnérabilités qui ne sont pas encore implémentées dans les antivirus dits traditionnels, que ce soit Defender for Endpoint ou les autres que j'ai cités au préalable. Ça veut dire qu'on peut les importer. Et donc cette base de données peut être directement importée ici. On peut le faire en mode automatisé, ou on peut les ajouter à la main. Donc typiquement, si vous voyez dans votre firewall qu'un utilisateur va toujours sur un domaine qui n'est pas bloqué, vous pouvez le mettre ici, dans les URL et domaines, et le bloquer directement. Add item, et est-ce que je lui donne une date d'expiration ou pas, sur un scope décidé. Donc ça, c'est la petite option avancée. Les certificats, maintenant, sont intégrés aussi. Donc là, je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, mais il y a quelques mois et quelques années, il y a plusieurs grands fournisseurs de certificats, notamment Symantec, qui s'étaient fait avoir, où les certificats Symantec ont tous été révoqués. Voilà, typiquement, une façon de le faire, c'est de mettre l'ensemble des certificats de Symantec ici et de dire ceux-là ne peuvent plus être utilisés pour surfer. Voilà. Asset. Alors, dans cette console, on va avoir une liste du matériel avec une vision globale. Donc là, ici, on voit que j'ai bien 4 PC avec un niveau d'exposition et évidemment l'inventaire de la plateforme 21H2, 22H2 et ainsi de suite. Donc là, on voit plus ou moins que je n'ai pas trop de risk level sur mes machines. J'ai juste une machine qu'il faut exposer. Et si je clique dessus, il va me dire, oula, j'ai découvert pas mal de vulnérabilités sur cette machine. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va me dire, voilà Quentin, le patching de ton Windows 10 ou Windows 11 dans ce cas-ci n'est pas à jour. Alors si je clique dessus, il me dit, voilà, je suis vulnérable à telle faille. Ce qui veut dire que grâce à cette console-ci, même si on fait un peu de patch management, on va pouvoir totalement détecter si la machine est à jour ou pas. Ensuite, on va avoir la page incident. Je saute un peu, hein, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps pour aujourd'hui. Et ici, j'ai un récapitulatif de l'ensemble des incidents qui sont arrivés dans mon infrastructure. Si je détecte ici le malware, il voit qu'il a un malware qui a été exécuté sur cette machine-ci. Alors, on va aller cliquer un peu plus loin. Et on voit tout le processus que l'utilisateur a exécuté, jusqu'à aller détecter un trojan qui est inclus dans un script VBA. Donc ça veut dire que déjà ici, d'un point de vue Threat Intel, j'ai la faille et j'ai déjà l'analyse qui est comprise dedans. Ce qui, moi, d'un point de vue cyber, me facilite déjà grandement mon travail. En plus, j'ai directement le statut, que le statut, évidemment, de la détection a été bloqué, et que l'incident, l'alerte, est résolu, parce qu'il n'y a pas de tâches supplémentaires à faire, vu que tout s'est, entre guillemets, bien passé. Maintenant, moi, de mon côté, je veux peut-être comprendre ce qui s'est passé. Donc, je vais aller voir dans la timeline. On va laisser charger. Voilà. Et là, j'ai l'ensemble des actions de l'utilisateur depuis l'incident. Et on voit que le Trojan, par exemple, a fait une connexion, désolé, vers l'extérieur. Donc ça veut dire que je vais pouvoir, ici, dans mon
cahier d'incidents, dire voilà, l'utilisateur un tel sur le PC un tel a exécuté le trojan avec le code qui est présent ici et directement euh, pouvoir suivre, entre guillemets, ce type d'alerte pour pouvoir la prémunir et prévenir l'ensemble de la société. Faites attention, on est peut-être ciblé par une attaque pour l'instant. Alors évidemment, j'ai les incidents malware, j'ai une autre incident que je voulais montrer ici, qui est la partie uTorrent, où on voit que le PC a exécuté un installeur, l'installation d'un logiciel qui était détecté directement comme étant un logiciel non souhaité, et qu'est-ce qu'il a fait derrière? Il me l'a totalement désinstallé. On va aller voir, voilà, Suspicious Prevent, et il me l'a totalement désinstallé. Donc voilà. Donc ici, de mon côté, je n'ai plus rien à faire. Donc voilà quelques options rapidement ici en 30 minutes démontrées sur un environnement de sandbox. Et évidemment, dans le quotidien, ça peut être, il y a des exclusions qui peuvent être faites si vous avez des macros qui n'en sont pas, on va dire, correctement codés selon les standards. Donc tout ça, on pourra le mettre en place si vous le souhaitez. On peut le mettre en place en one shot, mais sachez simplement que Computerland a créé deux solutions en mode Managed Services qui permet de s'occuper de ça pour vous en version light et en version advanced. La différence, c'est quoi? C'est la surveillance continue et évaluer les vulnérabilités de vos machines. C'est typiquement la partie BIOS qui n'est pas à jour et ainsi de suite. Donc, on peut en effet vous aider au quotidien sur ces éléments-là si vous n'avez pas d'équipe cyber. Si vous avez des questions, je vous invite évidemment à vous démuter. Et moi, il me reste juste une dernière info à vous communiquer. Un petit save de date déjà pour le 16 novembre de cette année, pour une journée User Experience Day, pardon, qui se fera donc à Herstal, à la maison mère chez NRB.